Et on va voir maintenant une très belle session de microchirurgie avec ses progrès récents. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai deux formidables coordonnateurs, docteur Laurent Lantieri et Michel Germain, qui vont animer cette session. Un petit mot d'introduction. Bienvenue à tous et à toutes. On est très heureux que vous soyez là. Une réunion amicale. Nous avons préparé un programme exceptionnel avec 7 communications, 7 orateurs. Je fais la remarque seulement pour le temps de parole. 15 minutes pour l'orateur et 5 minutes de discussion. Et à 20 minutes, c'est le stop. Donc, permettez-moi d'avoir toute votre obligeance pour vous arrêter de parole à 20 minutes, l'arrêt militaire. Voilà. Je vous laisse annoncer la communication. Donc c'est un grand honneur pour moi d'accueillir Laurent Lantieri. Je le connais par patiente interposée. Parce que vu sa réputation, notamment dans les techniques de Dieppe, etc., les patientes strasbourgeoises sont très heureux d'aller se faire opérer à Paris chez lui. Et je lui disais tout à l'heure, elles adorent non seulement la chirurgie qu'il fait, mais le chirurgien. Elle me raconte toujours les entretiens. Euh, et il y a une empathie incroyable qui se dégage de vous et ça les aide terriblement pour la gestion de leur maladie après. Donc, merci de leur part et puis merci pour moi. Moi, je vais me régaler à écouter votre communication. Merci beaucoup. Je dirais un petit mot de présentation pour chaque orateur. Le professeur Laurent Lantieri, professeur d'université, est chef du département de chirurgie reconstructrice à l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci beaucoup. On parlera un peu plus tard de la reconstruction mammaire, qui est un sujet auquel je tiens, puisque j'ai introduit en France il y a maintenant près de 30 ans la technique du Dieppe. Et maintenant d'autres et qui est à l'origine de tous les lambeaux perforants derrière. C'était la première chose. Et à l'époque, quand on se réunissait pour parler du Dieppe avec les différents étrangers, on pouvait se réunir dans une cabine téléphonique. Il y avait moi, Philippe Blondel et Bob Allen, et puis deux, trois autres. C'était à peu près tout. Et aujourd'hui, je crois que si on fait le compte, on doit être à plusieurs, à 3000 ou 3500 dans l'expérience que j'ai faite entre Armand d'Or et la HUGP. On aura une très belle présentation tout à l'heure sur les nouveaux lambeaux qu'on peut apporter. Euh, les patients viennent de Strasbourg, c'est très bien, mais j'aimerais bien qu'elles restent à Strasbourg, en fait. J'aimerais bien que partout, dans tous les CHU, il y ait des gens pour faire des lambeaux microchirurgicaux de reconstruction mammaire qui sont un standard of care à partout. Mais là, je vais vous parler aussi de choses exceptionnelles, des greffes exceptionnelles. J'ai mis ça entre guillemets. Donc, les greffes exceptionnelles, ce n'est pas parce que c'est fait par des gens exceptionnels, c'est juste parce que c'est… comment j'avance elle est où la flèche? Ah là, comme ça, simplement. C'est juste parce que c'est un article de loi à la suite de greffes que j'avais faites. Il y avait des difficultés pour la prise en charge d'un certain nombre de greffes de main et de greffes de face en disant faut qu'on ait un régime particulier. Je n'ai jamais pensé que c'était une nécessité, mais vous savez, en France, quand on a un problème, on essaye de faire une loi alors qu'on ferait mieux de résoudre le problème. Donc, on a fait une loi pour un patient par an. C'est une merveille. Donc, c'est un article où il y a une loi de 2016, un décret de 2020, des applications qui s'intéressent aux greffes de tissu composite, c'est-à-dire les greffes de main et les greffes de face, les parois abdominales, la verge, etc. Et ça concerne un patient tous les 2 ans, tous les 3 ans, à peu près, pas plus. Et donc, pour avoir cette autorisation chez nous de greffe exceptionnelle, il a fallu faire une procédure, 18 mois de procédure, un comité de 23 personnes, vous pouvez voir ici. Sur les 23 personnes, 2 experts anonymes dont je n'ai jamais vu le rapport. Et quand j'ai demandé à mes collègues de Lyon, qui sont les références en France, est-ce que c'est vous qui avez jugé? Ils me disent non. Et le rapport de Lyon, ce n'est pas moi qui ai jugé non plus. Donc, je ne sais pas à qui on a demandé en termes d'expertise sur les greffes de main, parce qu'il ne fallait pas nous demander parce qu'on avait un conflit d'intérêt. C'est un peu le truc un peu particulier. C'est surtout qu'on a un intérêt, on n'a pas vraiment de conflit. On a, avec l'équipe de Lyon, là, on a un problème avec un patient, on se demande des avis, il y a un peu d'émulation, mais franchement, c'est vraiment pas le problème, c'est un petit peu dommage, mais enfin, toujours est-il qu'on a cette autorisation où j'ai la chance d'avoir cette autorisation avec un joli tampon à portement et tout le monde de l'administration. Mais je vous félicite, c'est fantastique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les patients et pas vraiment d'avoir des papiers. Donc, pour revenir à l'origine, la première transplantation de main, l'oubli, c'est 1964 par Roberto Gilbert en Équateur. Ça a tenu 3 semaines. Donc, c'est avant la première greffe cardiaque. Ça a tenu 3 semaines. Les techniques étaient donc là. Et en fait, elles reposent plus sur des techniques de chirurgie vasculaire que des techniques de microchirurgie. La microchirurgie constructrice, donc l'origine, c'est quand même Harry Bunke dans les années 60. Moi, je me suis intéressé à la microchirurgie en étant d'abord externe chez Raymond Villain et puis ensuite en faisant de la chirurgie de la main. Et puis, bon, les techniques de microchirurgie reconstructrice permettent de faire des réimplantations comme ici,
des réimplantations plus élaborées, comme ces réimplantations de scalp qui sont un petit peu exceptionnelles. On y arrive malgré tout. Et des réparations où on fait des autotransplantations. C'est le principe de l'autotransplantation avec l'exérèse ici, c'est un ALT libre. Ici, avec les nouvelles technologies qui nous permettent de faire une modélation pour le péroné libre, ici, de la reconstruction de la face. On va parler tout à l'heure du péroné sur la reconstruction des membres. Mais malheureusement, dans certains cas, il n'y a pas de possibilité de faire une autotransplantation, comme ici ce jeune homme qui avait essayé de faire le carburant de la fusée Ariane il y a quelques années et qui s'est fait exploser ça les mains Et puis, surtout, ce genre de cas que l'on voit, qui sont les amputations, les quadrilles amputés à la suite de chocs septiques. Il y a une vingtaine de cas par an. On vient de recevoir une à Pompidou. Je n'ai pas mis les images, mais c'est souvent des femmes à qui on se retrouve à avoir des amputations. Voilà, ces deux jeunes femmes, par exemple, qui ont une amputation des 4 membres, l'une à la suite d'un tampon et l'autre à la suite d'une IVG sur lequel il y a un problème. L'histoire des tissus composites. Saint-Côme et Saint-Damien, au 4e FEF, ont fait la première greffe de membres. C'est les patrons des chirurgiens. Ça a dû marcher puisqu'ils ont été canonisés. Ils n'ont pas publié ni dans le Lancet ni dans le New England, mais ça doit être ça. Et donc, la première greffe de main par la suite, et puis d'autres essais. Et puis, l'arrivée de la cyclosporine nous a permis de progresser. Et la première de l'ère moderne, c'est celle qui a été faite par Clinton et Dieu Barnard sur les travaux de Warren Breidenbach, qui avait fait les travaux aux États-Unis. Warren Breidenbach vient de décéder, malheureusement, qui était un type assez génial, et du Bernard qui nous a quittés, mais je pense que leur héritage va continuer. Voilà l'exemple de ce qu'on peut faire. Et en France, les autorisations, c'est pour les greffes bilatérales, à cause de l'impact du traitement que l'on a avec, et avec les 3 médicaments qui n'ont pas changé, la thymoglobine, le tacrolimus et le MMF, on n'a pas vraiment changé. Donc, lorsqu'on ne peut pas faire, on passe à la transplantation. Cette jeune femme qui avait été amputée à l'âge de 19 ans des 4 membres, elle avait une prothèse, elle pouvait conduire une voiture, elle avait une certaine fonction, mais comme vous voyez là, elle ne souriait pas. Et ça, c'est un point important, c'est que c'était la difficulté pour cette jeune femme de s'intégrer. Et puis, on a pu la greffer et on voit déjà le sourire que ça peut apporter à une jeune femme. Surtout, et puis surtout ça, qui est une démonstration, je pense, de ce que l'on peut faire en termes de greffe de main. Donc, c'était une greffe des 2 avant-bras. 2 ans après sa greffe, elle a pu avoir un petit bébé. Et quand je lui pose la question, elle était là, elle était venue me voir pour montrer ses mains, puis il y avait son bébé pour montrer son bébé. Quand je l'ai vu, je dis, est-ce que je peux filmer? Parce que c'était tellement beau pour moi de voir une femme à qui on pouvait redonner sa dignité, qui permettait de changer son bébé, d'avoir une vie dynamique. Quand on voit ça, ça répond, je pense, à toutes les questions de savoir est-ce que les greffes de main, il faut les faire ou les pas faire. Il y a des indications, mais quand on voit ça, on pense que les patients bien informés, on peut les faire. Et puis ici, Priscilla, qui a eu ces 2 greffes de main. Dans le monde, il y a plus de 150 transplantations. On doit être pratiquement à 200, je pense, maintenant, un peu partout. Ceux qui en font beaucoup en ce moment, ce sont les Indiens, parce qu'ils ont la technique, parce que c'est d'excellents chirurgiens, et puis ils ont des hôpitaux maintenant d'une très bonne qualité avec un traitement immunosuppresseur, ce qui prouve que ce n'est pas uniquement un problème d'argent. Bon, je pense qu'ils vont ensuite, ils auront 10 ans d'expérience, ils auront comme nous quelques déchantements parce qu'il y a des problèmes de rejet chronique. Mais tous ces patients retrouvent une fonction et une fonction importante. Il n'y a pas vraiment d'exception. C'est des techniques qui marchent relativement bien. Pour la greffe de face, c'est différent. Peter Butler avait dit on peut faire une greffe de face, il avait publié, mais la greffe de face, c'est le codec ne marche pas. Aujourd'hui, on peut faire des reconstructions faciales. Ici, c'est une reconstruction sans avoir besoin de greffe de face, comme ici, c'est amputation du nez qui avait bénéficié d'un lambeau antébrachial, d'un lambeau frontal et différentes techniques pour reconstruire ces 2 patients. Les limites de la reconstruction faciale, c'est les amputations totales des orbiculaires, des lèvres ou des paupières, ou l'amputation totale de tous les tissus mous. Et ça, c'est les échecs de la reconstruction. Donc, on avait élaboré un programme de recherche, la recherche clinique, avec une procédure qui n'est pas la procédure d'un essai randomisé, c'est une procédure plutôt balésienne, c'est-à-dire chaque cas va nous permettre de progresser l'un derrière l'autre. C'est plus la technique aujourd'hui, je dirais, d'Elon Musk qui envoie les fusées, ça casse et puis on avance. C'est le même principe qu'on avance pour faire cette chirurgie qui nous permettait là non plus, je ne sais pas pourquoi les vidéos ne passent pas, qui nous permet de faire ces lambeaux. Donc ces lambeaux, ces techniques qui nous permettent cette reconstruction. On a évalué 10 patients, on a transplanté 7. Il y a un patient qui est décédé à 3 mois, j'en parlerai. Et puis, on a un long survie à Amsterdam. Et voilà, Andrés, qui lui est sur Facebook, maintenant Meta, une greffe de face sur Facebook. On voit un peu quoi que ça peut donner. Et le premier greffé que j'ai déjà présenté ici, qui était Pascal. Pascal qui avait une greffe. Mais il faut montrer le son parce que là, la petite fille, elle dit regarde le monsieur, regarde comment il est. Et c'était spontané, hein, ça n'a pas été monté.
Et là, il explique, c'est une neurofibromatose. Et c'est ce cas-là qui m'a poussé à faire la greffe de visage. Mon patron Baruch m'avait dit, il faut tout enlever. Je dis, ouais, vous êtes gentil, mais qu'est-ce que je fais à la place? Et c'est sur ce cas-là que je me suis lancé, en fait, dans l'aventure de la greffe de face. Et là, on voit un an après, donc 2007, donc la greffe a eu lieu début 2007, on est en 2025. Pascal est toujours là, est toujours en vie, il a un bon traitement. Il commence à avoir des retentissements de son traitement immunosuppresseur, mais pour l'instant, il n'a pas eu de rejet particulier de sa greffe et il va bien. D'abord, la première chose de ce type de greffe, c'est une organisation, c'est de l'anatomie, c'est une technique. C'est d'abord la technique. Moi, je l'ai approché par l'anatomie et j'y tiens particulièrement. Il y a Martin Luer qui va vous parler tout à l'heure des sarcomes, mais c'est un anatomiste. Je pense à quel point on a parlé de l'anatomie au début de cette séance. L'anatomie, pour nous chirurgiens, c'est fondamental. Pour faire cette réalisation, il fallait y aller et aller à l'école de chirurgie. On a des possibilités aujourd'hui de faire des réparations de tout type. Et donc, on peut faire ce type de réparation qui nous permettent de faire ces transplants. Alors, il faut bien sûr des équipes pour pouvoir le faire. Il faut une organisation, que ce soit pour les greffes de face ou les greffes de main. Voilà un autre greffé qui avait aussi une neurofibromatose qu'on a greffé. Et voilà, on va voir si on peut une greffe de face. Voilà ce que c'est qu'une greffe de face. C'est une greffe où on prélève la totalité des tissus avec une artère et une veine pour pouvoir les greffer. Et on voit l'ensemble. C'est toujours aussi impressionnant. Mais ça date de 2010, donc on continue à le faire. Je le représente pour bien montrer. Je ne peux pas le présenter au grand public, mais je pense qu'à l'Académie de chirurgie, on peut. Et voilà ce type de chirurgie qu'on fait. Et on rebranche une artère et une veine. Et c'est vraiment l'anatomie, la dissection anatomique qui nous a permis de trouver la technique pour le transplanter. Parce que tout le monde connaît l'anatomie, mais la technique anatomique, la connaissance, c'est en retournant au laboratoire. Et en fait, ce n'est pas vraiment de la microchirurgie, puisqu'on se met sur l'artère carotide externe pour la vascularisation complète de la face. Et on voit là ici au déclampage ce que ça donne. Et on le voit ici après. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Donc on le voit en 2015 où il allait bien. Alors on avait publié par la suite, est-ce qu'il faut continuer? On a parlé des greffes de main, les greffes de face, c'est plus un problème. Pourquoi? Parce que le retentissement, si une face, ça ne marche pas, ce n'est pas la même chose qu'une main, ou une main, on peut amputer. Alors, est-ce qu'il faut, en 2015, j'ai appuyé, est-ce qu'on peut continuer? Et puis surtout, on a publié récemment les cas, des 50 cas faits à travers la planète, où tout le monde a mis ces cas. Et en fait, on a un taux de survie à 5 ans qui est de plus de 85%. Donc, il y a quand même une mortalité, c'est pas négligeable, mais avec des patients qui ont une survie qui est importante. Les traitements sont des traitements tout à fait standards. Il n'y a pas eu de modification du traitement depuis l'origine. Voilà la survie des patients. À 5 ans, 5%, à 10 ans, 7%. Et puis surtout, c'est la deuxième ligne de patients. Après, à partir des 10 premiers, on a amélioré la technique, on a amélioré les résultats et on a globalement des résultats qui sont satisfaisants, mais ça reste exceptionnel. Donc, on a des rejets chroniques et on avait publié ce cas de ce patient qui avait eu un rejet chronique. Donc, c'est ce patient une greffe totale à la suite d'une modification de traitement avec le résultat. Et puis ici, 2 patients, greffe de main, greffe de face, satisfaisant. Mais le problème pour nous dans les greffes aujourd'hui, c'est le rejet chronique. On n'a pas fait recompte. Et donc, le cas de Jérôme que je vous ai montré, malheureusement, a fait un deuxième rejet chronique après son premier rejet chronique et est décédé l'année dernière de son deuxième rejet chronique. Ça reste un problème, tout en disant qu'il avait eu une vie qu'il n'aurait jamais eue, qu'il a pu parcourir le monde, qu'il a pu travailler alors qu'il avait une vie recluse. Et c'est un peu le problème de ces rejets qui sont assez douloureux, peut-être pour le chirurgien, peut-être pour le patient, mais pour toute la famille, c'est important. Alors, comment progresser? D'abord, la technique, c'est avant tout un geste technique. Daniel Cherki me disait, parce que quand j'avais commencé, j'avais demandé beaucoup à Daniel, mais comment on fait les greffes, tout ça, etc. Il me dit, ben, la greffe, c'est certes un problème immunologique, mais c'est d'abord avant tout un problème chirurgical et on donne aux immunologistes, si un mauvais traitement chirurgical, ça ne marche pas. Donc, c'est la répétition et l'organisation qui est importante. C'est faire des checklists donneurs-receveurs, surtout pour les greffes de main où il y a plusieurs équipes, pouvoir faire tout ce qu'on a à faire pour que ça marche bien. L'autre possibilité pour améliorer les transferts, c'est le transport. On parle beaucoup d'ischémie-reperfusion, c'est un problème. Donc, on utilise des solutions de perfusion. Des machines de perfusion, il y a beaucoup d'études qui fassent, mais le problème d'une machine de perfusion, c'est jamais que des bulles dans une machine qui tourne. C'est une amélioration en ischémie froide. Ischémie chaude, je suis moins convaincu du système. Et on essaye, c'est l'équipe des
de Boston. On voit deux Bostoniennes là-bas qui sont allées travailler sur le sujet et on voit les résultats qu'on peut faire sur ce type de greffe. Aux États-Unis, ils essayent de faire le supercooling où on peut essayer de garder ces greffons longtemps. Ça reste encore dans les laboratoires, malheureusement. L'autre solution, c'est l'utilisation d'un hémoglobine de verre marin, qui est une hémoglobine qui permet d'avoir une meilleure conservation. Le verre marin donne son oxygène, prend son oxygène à marée haute et le donne à marée basse. Et ça, c'est important pour pouvoir garder la survie. Je passerai sur ce détail de ça. Et voilà ce que l'on peut donner sur les mains, l'utilisation. Et puis, bah, comment améliorer les résultats l'immunotolérance, mais pour l'immunotolérance, bon, quand on étudie les rats, ce n'est pas les êtres humains, ce n'est pas codé sur les mêmes groupes. Alors, il y a quelques essais qui ont été faits, toujours à Boston. On dit ça marche, ça marche. Mais enfin, je regardais l'autre jour un papier sur les voies de recherche en immunologie appliquées à l'implantation, tolérance, centrale, dissimulation, tout ça, etc. Et quand je l'ai présenté à des jeunes qui viennent de Boston, ouais, c'est super, c'est tellement on travaille là-dessus, c'est super, ouais, on va y arriver, etc. Sauf que ce papier, je l'ai écrit en 2005, ça fait 20 ans, et on a eu vraiment aucun progrès significatif sur notre sujet. Ce n'est pas les grands bons qu'ont fait la cyclosporine ou le tacrolimus qui ont fait vraiment progresser. Là, il n'y a rien. Bien sûr, il y a quelques médicaments comme les DSSM, mais il n'y a rien de significatif. C'est pour ça que ça reste très limité. Alors peut-être que l'avenir, c'est la décellularisation qui consiste à prendre un organe et le décellulariser. Là, vous voyez toujours l'équipe de Boston avec Alexandre Lelouch, avec derrière les autres membres de l'équipe qui étaient partis pour essayer de voir si on pouvait décellulariser un organe. On peut décellulariser, peut-être les recellulariser, mais toujours est-il qu'on n'arrive toujours pas à le faire. Il y a beaucoup d'essais qui ont été faits dans d'autres organes et on n'y arrive pas. Donc, hier, les greffes, il y avait ce qui se faisait pour la Première Guerre mondiale et les résultats. Aujourd'hui, on peut quand même faire ce type de greffe sur des cas exceptionnels, en sachant on a un bon en termes de résultats physiologiques. Et puis surtout, je me souviens d'être à un discours avec euh, j'étais avec Tom Starzl, on m'a demandé de présenter, et puis quelqu'un se lève, on dit oui, vous avez fait des greffes hépatiques, mais maintenant, il y a des vaccins contre les hépatites, donc c'est peut-être plus utile. Et moi, je dis ouais, mais nous, dans la chirurgie reconstructrice, il n'y a pas de vaccin contre les guerres et contre les traumatismes, donc on aura toujours ces cas, malheureusement, de destruction. Et le dernier cas qu'on a fait, qui est un militaire, donc ce jeune homme avait était un militaire qui était au Mali, et donc, il était en train de démonter et remonter une, une armoire électrique, parce qu'il travaille dans le génie, et il se prend du 20 000 volts, il fait un arrêt cardiaque et il tombe sur les câbles. Il a un énorme trou. Et l'équipe de Percy me dit Laurent, là, on va avoir besoin de toi. Il va falloir faire quelque chose. Donc, ils font le parage. On fait un lambeau, ils font un lambeau ALT pour pouvoir couvrir. On discute avec le patient, bien sûr, sur les possibilités et on organise une greffe pour la partie médiane. On peut faire toute la face, mais le problème de faire toute la face, s'il y a un rejet, et il peut y avoir un rejet, on va aggraver le patient. Donc voilà, pour faire ça, on prélève l'ensemble de la face et on va disséquer les éléments nécessaires pour brancher les artères et les artères à leur origine. Et voilà le résultat. Alors, il se fait pousser la barre. Voilà, il est un peu spécial, il porte un kéfier, c'est un peu difficile, mais il a une bonne intégration. Le truc, c'est qu'il a eu une petite lésion frontale aussi, donc il est un peu difficile d'abord, mais en tout cas, par rapport à la tête de gauche à la tête de droite, on a un bon résultat. Pour les mains, on a des patients en liste d'attente. Ce sont des jeunes femmes qui sont amputées des 4 membres à la suite de chocs septiques. Et on en a une en liste d'attente en coopération avec l'équipe de Percy. Elle a des problèmes pour réhabiliter ses membres inférieurs. Il y a des patients en cours d'évaluation et puis il y a cette patiente qu'on vient de recevoir aussi pour ça. Pour nous, c'est des planifications, c'est des répétitions à l'amphithéâtre d'anatomie. Vous voyez Martin là, qui fait la répétition avec les dessins au craie au tableau. On parlait de ce dessin de la craie au tableau, il fait ça remarquablement bien. Et j'espère qu'il pourra rester à l'hôpital pour fournir ça et tout ce travail. Donc le futur, peut-être qu'on aura des greffes qu'on pourra faire tolérer, qu'on pourra garder, mais pour l'instant, nous en sommes là. Ces greffes restent exceptionnelles et je pense qu'elles vont rester pendant longtemps. On a le temps pour 5 minutes de questions avec le micro. Merci d'abord infiniment d'être là pour une nouvelle fois dans l'Académie, parce que vous êtes certainement ici à Paris notre meilleur expert et au-delà, bien sûr. Les questions sont relativement
simple et difficile à la fois. À Bicêtre, on a vu l'évolution de la transplantation hépatique chez l'enfant, non pas pour des hépatites, qui sont une des raisons, mais essentiellement pour une maladie sur laquelle on a peu d'espoir de trouver un traitement, comme l'atrésie des voies biliaires, qui constitue 80% des transplantés. Eh bien, aujourd'hui, il y a 80% de succès total à 5 ans. Et évidemment, la cyclosporine a apporté beaucoup, et d'autres affinements des traitements d'immunothérapie et des préventions de rejet. Donc, c'est ma première question, c'est cette absence d'évolution notable, car vous avez dit c'est le même traitement, en gros depuis 15 ans. Comment cela vous interroge vous-même, qui êtes en contact forcément avec les meilleurs sur ce terrain, et qu'est-ce que vous espérez? Et d'autre part, avez-vous eu à faire des transplantations chez ces bébés qui sont victimes donc d'atteintes infectieuses qui les privent de 2 ou 4 membres, bébés ou enfants? Alors, les deux questions. Alors d'abord, effectivement, quand on compare à la greffe hépatique, il faut se rappeler que Tom Starzl, entre 63 et 67, tous ses patients sont morts, certains ne sortant même pas du bloc opératoire. Et aujourd'hui, la greffe hépatique est un standard of care avec d'excellents résultats. L'arrivée de la cyclosporine, l'arrivée du tacrolimus. En fait, sur les tissus composites, il y a eu un énorme espoir sur la tolérance, sur l'immunotolérance. Et beaucoup se sont lancés en disant on va réussir à le faire et on n'y est pas arrivé. Et l'armée américaine a mis énormément d'argent, le DoD, parce qu'ils avaient énormément blessé l'Irak et d'Afghanistan, en disant on va pouvoir les réparer. Voilà, on va financer de la recherche sur l'immunologie. Et finalement, ça n'a débouché sur rien. Rien de très significatif aujourd'hui. On reste sur des traitements qui restent très conventionnels, d'où les caractères exceptionnels. Peut-être qu'on aura quelque chose dans le futur. Je ne sais pas. Peut-être avec les technologies qui arrivent, avec bien sûr les cellules souches et modifications, les cellules qui sont la CRISPR technologie. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent faire modifier radicalement la manière dont on voit. Mais on rappelle que ce sont toujours des donneurs décédés. Donc, ce n'est pas du tout comme donneur vivant où il y a une approche où peut-être c'est l'immunotolérance, peut-être marcher sur le rein. Là, on est donneur décédé, donc on est très différent. Pour la deuxième question, la question, c'est la greffe chez l'enfant. On s'est posé la question parce qu'en dehors des amputations de membres, il y a aussi des greffes de face à faire. Il y a eu une greffe chez l'enfant qui a été faite par mon ami Scott Levin, qui a fait une greffe chez l'enfant, chez un enfant qui avait eu effectivement une amputation des 4 membres, mais qui avait déjà une greffe rénale donnée par sa mère. Donc, il était déjà sous immunosuppresseur. Donc, la justification d'un traitement immunosuppresseur pour un problème fonctionnel était déjà là. C'était intéressant parce que cette greffe a été faite, donc il fallait tourner un donneur enfant, donc ça rend les choses encore plus difficiles. Et ses mains ont grandi. Et quand on voit le petit Zion, vous pouvez aller sur Internet, vous regardez Zion Pennsylvania University, vous verrez ce gamin qui joue. Enfin, c'est un vrai, on va dire miracle. Les chirurgiens ne font pas de miracle, mais ça se dit pourquoi est-ce qu'on fait ça? Même si c'est exceptionnel, on arrive à faire des choses. La question qui se pose, c'est chez l'enfant qui n'a pas de traitement immunosuppresseur, le mettre d'emblée sans traitement immunosuppresseur. Et vous savez comme moi que quand on met un patient, un jeune sous traitement immunosuppresseur, au moment de l'adolescence, la première cause de rejet, c'est l'arrêt du traitement. J'en ai marre, tes trucs, tu me fais chier maman, tu me fais chier papa, j'arrête de prendre le traitement. Quand vous faites une greffe de main, encore ça peut passer, mais sur une greffe de face, ça ne peut pas passer. Et ça, c'est un point important. Des discussions, voilà. Tant qu'on n'aura pas vraiment à chercher complètement quelque chose qui nous permet d'avoir un traitement beaucoup plus fiable, voilà. Et puis, il reste le problème du rejet chronique. On greffe à quelqu'un à 15 ans, on aura malgré tout du rejet chronique, quoi qu'on fasse. Peut-être pas pour certains cancers, mais certains cas, on va l'avoir. Il faut quand même savoir sur quoi on danse, la déception qu'il pourrait y avoir chez un enfant après. Donc oui, on a discuté ça. Ce n'est pas encore d'actualité. J'espère que ça le sera parce que franchement, ces enfants le méritent. Oui, j'ai le micro. Une question courte. Oui. Une question parce qu'il a le micro. Voilà. Alors, une question courte question sur les voies de recherche actuellement. Dans quelle mesure éventuellement, quels sont vos programmes de recherche, de développement dans la greffe du visage? Quelle collaboration vous avez éventuellement inter-CHU, peut-être avec l'Institut Fairfax d'Amiens? Comment vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a une task force française qui se développe dans ce secteur? Et ce serait peut-être une bonne chose avec la Société française de chirurgie plastique et reconstructrice. Est-ce qu'il y a une volonté finalement peut-être de mieux collaborer, d'avoir un grand programme de recherche français dans ce secteur? La réponse est non.
C'est clair. Alors, C'est un voilà. peu triste. C'est triste et c'est grave. C'est triste et c'est grave, mais c'est pas tellement le problème de savoir si. Est-ce que l'Académie peut vous aider dans ce sens? C'est que je ne suis pas immunologiste, même si je connais un peu l'immunosuppression, parce que c'est moi qui ai rédigé les protocoles pour pouvoir le faire. Et je crois qu'il faut laisser aux immunologistes essayer de trouver des solutions. Tous ceux qui sont allés, j'ai envoyé à Boston, etc., depuis 20 ans, tous essayant de. Dans l'endroit à Boston, c'est quand même c'est Joe Murray, c'est l'histoire de la transplantation, c'est l'histoire de l'immunologie, truc. À Pittsburgh aussi, moi j'étais en contact avec Tom Starzl, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai déjeuné, qui est venu à Paris, on a essayé d'avancer sur les choses. Mais je pense que là, on est dans le domaine de l'immunologie. Il faut laisser les immunologistes avancer sur le sujet. On a résolu le problème de la chirurgie. On a avancé, on a cassé les barrières. Ça, c'est clair. C'est formidable. Hein. Mais ça, pour l'ensuite, il faut attendre peut-être. Et probablement, ça viendra plus des gens qui font de la greffe rénale parce qu'ils en font beaucoup, ou d'autres traitements vont apparaître, peut-être de la tolérance, parce qu'il y a vraiment des programmes de recherche sur la tolérance. Merci. Oui, il y a d'autres sujets intéressants aussi. On vous posera des questions tout à l'heure.